J'enregistre, c'est parti. Donc ce soir, pour ce 49e live avec vous-même, vous aurez comme d'habitude à définir le sujet entre vous, entre nous, et on va voir ça, comment ça va se passer. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Bienvenue à tous ceux que je vois déjà. Angelina, Annick, Zerina qui est là. Vous êtes là, vous arrivez, vous avez à définir le sujet, donc je vais vous demander Morgane, Gilbert, Anne, Céline, Elisabeth, Aurélie, Carole, bonsoir à toutes, à tous, Sylvie qui arrive aussi. Ce soir, vous avez à définir le sujet. J'ai pas eu le temps de poster quelque chose avant, j'étais en week-end le lundi, parce que je sortais de ma formation TEFT, et je vous invite donc ce soir à poster dans le chat quel sujet vous voudriez voir abordé. Alors la règle pour le sujet, elle est toujours la même. C'est une problématique qui vous touche vous, dans laquelle vous pouvez répondre vous avec vos émotions. C'est comme ça qu'on va travailler. Et cette problématique qui vous touche vous, elle va avoir une réponse, j'espère, dans la soirée, enfin dans la soirée, dans les 45-50 minutes qu'on va s'accorder ensemble. Quel sujet vous voulez voir abordé? Un sujet d'une maladie, un sujet de comportement, un sujet relationnel aussi. Bonsoir Christine, bonsoir Sandrine, Stéphanie qui viennent d'arriver aussi. Dites-moi quel sujet vous voulez voir abordé. La semaine dernière, on a eu la chance, on a pu travailler avec un outil thérapeutique pour vraiment commencer à changer un ressenti sur les peurs, parce qu'il se trouve que on peut arriver à traiter quelque chose de cette façon-là. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Ça y est, c'est coupé, on sera tranquille. Ça a l'air de fonctionner puisque les gens, dans la fin de soirée, avaient déjà des ressentis qui avaient modifié, enfin, qui avaient été modifiés par le travail qu'on avait fait en PNL. Donc, si les gens qui étaient là la semaine dernière sont encore là et peuvent témoigner de leur changement. Ah, il y a un micro, j'ai changé. Microphone 3, ça marche toujours. C'est bon. Bon, pour moi, c'est bon, c'est juste Facebook qui perd un peu les pédales. Très bien. Donc Christine nous dit oui, tout à fait, ça marche toujours. Alors Elisabeth, j'ai ma soeur qui a un cancer du poumon, je fais tout ce que je peux faire. Oui, Elisabeth, mais c'est pas vous. Donc je peux pas travailler avec votre soeur si elle n'est pas là. Donc je vous invite à donner votre sujet. Marie, c'est toujours OK. Jessica, bonjour. Allons-y. Quels sont vos sujets ce soir? Sinon, moi j'en ai un, j'en parle. J'en ai toujours plein de sujets à aborder. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de régler les vôtres. Il est 20h41 à 20h50, on devrait avoir choisi pour commencer. De quoi vous voulez parler ce soir? C'est votre émission, c'est avec vous-même, alors c'est vous qui choisissez votre sujet. Endométriose. Bien. Et Jessica, ça te concerne toi, l'endométriose, ok? Donne-nous des pistes. Je n'ai pas de pistes. Marie, à vous donner, c'est vous qui avez des problématiques, des maladies, des difficultés, des problèmes relationnels. Alors Marie, beaucoup moins, puisque tu es en train
Beaucoup souffrent en silence. Jessica, qu'on soit bien d'accord, l'endométriose, ça te concerne toi, hein? On est d'accord? C'est sûr, c'est pour toi aussi. Sinon, si c'est pas pour toi, je peux pas répondre. Oui. Ok, merci. Donc, on a un sujet, l'endométriose. Quel autre sujet va entrer en concurrence de l'endométriose? Allez, allez, allez. À vos claviers, à vos blessures, à vos maladies. Quel autre sujet va rentrer en compétition avec l'endométriose ce soir? 20h43, dans 7 minutes, on aura choisi. Donc allez-y. On a fait 49 émissions. Enfin 48, c'est la 49e. Euh, les bouffées de chaleur, Pascal, ça a déjà été abordé. Mais on pourra en redire deux mots si c'est ça. Je vais d'ailleurs vous donner le lien où vous trouvez ça, parce qu'il y a une playlist sur Facebook. Et boum, boum, boum. Et c'est quand même dommage de ne pas connaître le premier. Alors, est-ce que je commence par ça? Non. La playlist. Une playlist avec 48 sujets. Certains ont été abordés plusieurs fois sous des angles différents, mais vous êtes où? Vous êtes là. Hop, ça c'est la playlist où vous trouverez toutes les lives en accès gratuit. Christine, problème de circulation sanguine, je suppose, pas les bouchons, bien qu'en ce moment il y en ait pas mal. Anne, difficulté avec mon fils dans la relation. Il est bien élevé, mais joue le rebelle. Son comportement pose de plus en plus de problèmes à l'école et à la maison. Il a 10 ans. Bonsoir Samuel. Je vous laisse voter, hein. Vous likez les sujets qui ont été posés. L'endométriose, c'est Jessica qui a posé ça tout à l'heure. Vous faites défiler le chat vers le haut et vous aurez tous les sujets. Endométriose, problème de circulation sanguine, confirmé, et difficulté dans la relation. Avec ton fils qui joue le rebelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Anne, sur ton fils qui joue le rebelle? Le rebelle de quelle façon? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quel cas? Depuis quand? Etc. etc. Si jamais on arrive à avoir ça sélectionné, ce sera plus intéressant pour les gens. Alors, Elisabeth, relation avec un pervers narcissique et du mal à faire confiance aux hommes, je suppose. Elisabeth, ça c'est intéressant. Pardon, c'est pas que les autres sujets sont pas intéressants, mais celui-ci ressemble plus à ceux que je traite en ce moment. Donc, il n'y a personne qui clique sur rien, hein, il n'y a pas de vote, hein. Donc, toujours endométriose à zéro like. Ok. Difficulté avec le fils, il n'y a pas de like non plus. Il faut liker si vous voulez qu'on traite d'un sujet. Il reste 4 minutes pour le choisir. Ou la relation avec un pervers narcissique. Alors, personne like aucun sujet. On ne travaille pas ce soir, c'est moi qui décide. Ah, le pervers narcissique a un like. Un autre sur quoi? Endométriose, toujours pas. Les bouffées de chaleur, toujours pas.
Le problème de relation avec le fils, toujours pas. Oh, c'est un petit vote ce soir. Vous êtes timide. Vous êtes timide, c'est un tout petit vote ce soir. Un vote, il reste 3 minutes. Ah, voilà des informations. Il a besoin de s'habiller en noir, il est le chef de bande, il ne respecte pas les règles. Pour ce petit garçon de 10 ans. Sabine nous dit, je remonte pas les précédents coms. Ah, la semaine dernière, on m'a dit que c'était. J'ai entendu dire qu'au niveau diagnostic, pervers n'en est pas un, par contre narcissique l'est. On verra le sujet en détail, Pascal. Ah, ça fait 2 likes pour le pervers narcissique. Endométriose, ça y est, il y a un like. Jessica elle-même, comme ça c'est pour elle. Les bouffées de chaleur, je suis désolé Pascal, mais elles sont déjà traitées. Je crois que c'est un sujet qu'ils appellent la ménopause ou un live qu'on a fait sur ce sujet-là. Ah, Samuel dit qu'il peut remonter. Sabine. Ah, peut-être c'est sur téléphone, tu peux remonter, peut-être, je sais pas, je suis jamais de l'autre côté, donc c'est à vous de voir comment ça marche. Ah, effectivement, je voudrais me faire une propre émission pour moi-même et faire la technique de l'autre côté en même temps. Allez, il reste 1 minute, on est sur 3 likes pour la relation avec le pervers narcissique et 1 sur l'endométriose toujours. Les bouffées de chaleur de Pascal n'auront pas leur place, je crois. Et ton fils Anne non plus. Allez, 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 allez. On y va, je vais changer le titre. 20h50, dès qu'on aura tourné sur 20h51, on part sur les pervers narcissiques, à moins que ça change. Ça n'a pas changé pour l'endométriose. Et j'ai pas d'autres likes. Non, ça marche. Pascal, infection urinaire après les rapports intimes, je suis désolé, il fallait le poser avant. Là, il va pas prendre 3 likes d'un coup. Mais c'est aussi quelque chose qui se traite bien. Je l'ai traité au cabinet avec succès. Mais là, ce ne sera pas pour ce soir, puisque c'est le père narcissique qui prend 4 voix. Hop. Il prend les voix de qui? Samuel, Jessica, Aurélie et Christine, plus celle d'Elisabeth, ça fait 5 personnes. Aurélie, Ghislaine viennent d'arriver, Séverine, Anne-Charlotte aussi, bonsoir à vous. Bien, 20h51, je change de titre. On est sur Pascal. Pascal, je vais vous demander de me dire combien de temps vous avez vécu avec cet homme-là. Qu'est-ce qui vous a fait vous apercevoir que c'est quelque chose qui tournait pas rond? Comment vous en êtes sorti? Parce que c'est intéressant pour plein de gens. Comment s'en sortir? J'ai vu des gens dans une relation, j'ai vu une amie dans une relation avec un père narcissique et elle était extrêmement intelligente et brillante et pour autant elle s'est complètement fait absorber par cette relation. Donc je change le titre pour tout ça et pendant ce temps-là. Alors, Jessica, je te pose la question aussi, j'ai vu que tu avais répondu tout à l'heure, j'ai eu aussi, moi c'est le genre de relation. J'invite toutes celles ou toutes ceux, puisque ça arrive aussi du côté masculin, qui ont vécu avec un pervers narcissique, qui ont subi cette relation, à décrire leur histoire et on va tenter d'explorer ensemble cette histoire pour voir si vous avez tous la même source émotionnelle de la problématique. Je modifie le titre et je vous laisse
exprimer votre histoire. Hop. Avoir confiance après une relation. Ah, mais oui, mais si moi je tape et que mon clavier marche pas, ça sert à rien. Allô. Merci pourtant. Oh. Ah, ah, on va modifier. Modifier. C'est technique. Ok, je reprends. Avoir confiance dans une confiance en l'autre, on va dire, après une relation avec un relation. Vous partagez votre histoire et on part. Ah, je suis perdu là. C'est pas bon ça. Pas que ça va être trop long. Et ben, il faut faire court, Jessica. Pardon. Ça a duré 2 ans. Je m'en suis sorti parce que j'avais les yeux. Je sais pas, j'ai eu de l'aide. Je sais pas. Je sais pas comment faire, mais effectivement, c'est par écrit, puisque vous n'avez pas l'audio. J'ai changé le titre ici. C'est parfait. Et je vous attends. Sont arrivés entre-temps Gilles, Isa, Brigitte, Stéphanie, Sandrine, Myriam, Christelle, Audrey, Isabelle. C'est bien. Bonsoir à vous, Cathy et Morgane aussi, que j'ai pas vu, Sandy et Lars. Bienvenue à vous. Ce soir, on traite de comment avoir confiance en l'autre après une relation vécue avec un pervers narcissique. Donc, je vous invite à partager votre histoire en quelques mots et à surtout me dire euh, comment vous voyez les nouvelles relations. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles relations? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que ça a abîmé chez vous, etc., etc. Ok, la sous-estime de soi, c'est Elisabeth. Perdre sa famille, ses amis, se retrouver seul et entendre que le ne peut rien faire, je ne peux rien faire sans eux. Ok, ça c'est ce que vous avez vécu, Elisabeth. Merci de votre histoire. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un manque de confiance dans les relations, dans l'autre? Je vais modifier ça. C'est reparti.
ne suis pas confiante, méfiante, peur de revivre certaines choses. Ok. Donc nous avons Elisabeth, nous avons Sandrine, nous avons Jessica qui a parlé tout à l'heure, c'est Pascal qui a posé le sujet. Audrey nous dit, mon beau-père était un père narcissique, il est resté à la maison toute mon adolescence, jusqu'au stage. Ah oui, pardon, je redis que le prénom Audrey. Audrey a fait le stage Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies enfin, c'était en octobre. Jusqu'au stage, j'ai vécu des relations avec des hommes plutôt faibles, que je pouvais moins manipuler. Mais j'ai jamais fait confiance aux hommes, je cherchais toujours les défauts. Non, c'est pas vous, Pascal. Pardon, Pascal, j'ai confondu. Vous êtes nombreux ce soir en ligne et les postes sont déjà 44 pour un cerveau en week-end. Pardon. Ah, Jessica. Ah, voilà, c'est pas si long que ça. En résumé, c'est quand il a été trouvé physiquement que j'ai divorcé pour protéger ma fille. C'est-à-dire qu'il a fait 2 tentatives de suicide, mais j'ai tenu bon pour me détacher de cette emprise. Quelle vie je voulais avoir? J'ai tellement été détruite que j'ai l'impression d'avoir une malchance concernant un futur homme. Je tombe que sur des bras cassés. Encore aujourd'hui, Jessica. Ok. Elisabeth, j'ai peur de recréer la même chose en étant très émotionnelle. Bien. Donc, mesdames, Elisabeth, Jessica, Audrey. Alors, Audrey, c'était pas une relation avec un homme, c'était le beau-père, mais il y a quand même un nom. Et Sandrine, ça fait une, deux, trois, quatre. Putain, je suis confiante, j'ai plus peur des hommes. Eh bien, je suis curieux de voir quelle sera ta prochaine relation, Audrey, et curieux de lire ce qui se passe et comment ça se transforme. Parce que ça fait partie du processus, effectivement, qui permet de changer ça. Je vais te demander, du coup, Audrey, de ne pas trop répondre aux questions que je vais donner pour laisser les autres qui n'ont pas fait le travail encore de répondre et d'avancer sur leur propre découverte de leurs histoires. Élise, le sujet, il est dans le titre, pervers narcissique, comment avoir confiance en l'autre après cette relation. Donc, nous avons plein de gens. Je vais demander à ces femmes, on n'a pas d'homme qui a donné son témoignage. Pardon, je vais y arriver. Je lis en même temps que je parle. C'est un exercice assez intéressant, je vous conseille. Vous lisez des trucs, vous les comprenez, et puis vous parlez d'autres choses en même temps. Ça fait travailler mon cerveau féminin. Donc, mesdames, après cette relation avec ce père narcissique, vous avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance dans les hommes, ce qu'on peut comprendre parce que c'est très, très, très dur. Et la chose que ces hommes-là, puisqu'on va parler d'hommes uniquement hein, ce soir, la chose que ces hommes-là font, c'est détruire votre confiance en vous en se faisant passer eux pour des victimes et vous pour le bourreau. Mais comme vous l'aimez, vous ne voyez rien arriver et vous prenez ça dans la figure. Élise, bingo. Bien, et ben on rajoute à la fois. Donc, Élise, Audrey, Elisabeth, Jessica et Sandrine, qui pour l'instant ont témoigné. Je vais vous faire confirmer d'abord que vous avez perdu énormément confiance en vous et en votre valeur dans cette relation. Juste un oui. Oui, j'ai perdu de la valeur. Oui, c'est ça que ça a touché. Ou il y a peut-être autre chose que vous avez perdu qui a été difficile, de l'image de vous. C'est exactement ça, me dit Jessica. Alors oui, pardon, j'ai une dizaine de secondes de retard entre la vidéo, entre moi, ce que je dis et ce que vous entendez. C'est le délai pour aller dans Zoom, revenir dans Facebook et aller chez vous, plus que vous écriviez.
Rencontré confiant par l'histoire de sa mère, tout à fait pour Elisabeth. Ok. Le, le pervers narcissique cherche à vous posséder pour vous avoir pour vous, pour plein de raisons qui sont un petit peu différentes selon les hommes, mais globalement les mêmes. C'est une histoire de pouvoir, bien sûr, donc de sa propre valeur. Et pour qu'il ait, lui, de la propre valeur, pour que vous ne puissiez plus vivre sans lui, parce que c'est l'objectif, il va détruire la vôtre, et ça va vous mettre dans une position de dépendance affective, plus, 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 plus. Donc, partant de là, ça veut dire qu'il utilise une faille chez vous. Il utilise une faille qui était présente, peut-être cachée, peut-être jamais apparue encore, peut-être qui se faisait discrète, peut-être que vous ne l'aviez pas vue, et vous allez me confirmer cette faille. Euh, la faille, c'est celle de votre valeur. Est-ce que, avant de rencontrer cet homme, vous aviez vraiment une totale et absolue valeur? Je ne dis pas confiance en vous, mais une valeur. C'est de la confiance, c'est de l'estime, c'est une belle image de soi, une image de son corps, de la femme, etc., etc. Quelle valeur vous aviez de vous? Comment vous vous considériez vous-même au niveau de votre propre valeur? Aucune valeur pour Jessica. Blessure narcissique. Oui, oui quoi, Sandrine? Non, besoin de l'autre pour être heureuse, mais ça c'était avant. Oui, oui, j'entends, Marie. Heureusement que c'était avant, mais on travaille pour ça dans le webinaire, donc c'est que ça marche bien. Pas génial, Elisabeth. Donc il y en a déjà une, deux, trois, quatre, cinq qui confirment que oui, c'était compliqué. Bien. Cette faille qui est chez vous, ce pervers narcissique va pouvoir l'exploiter. Chez quelqu'un d'autre, il ne l'exploiterait pas, ça ne marcherait pas, vous ne rentrerez pas dans ce genre de relation et il la ressortirait d'ailleurs. J'étais adolescent, donc pas encore vraiment de valeur. Pardon Christine, mais ça était bien dans sa peau. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Ça m'intéresse. Les exceptions m'intéressent parce que j'aime les décortiquer pour comprendre le mécanisme. Donc Sandrine, vous allez répondre à part aux questions des autres. Je vais vous demander, Sandrine, en même temps que je continue avec les autres, euh, vous étiez bien dans votre peau, vous aviez confiance en vous, et affectivement, est-ce que vous étiez à la recherche d'une relation? Est-ce que vous aviez enfin, une envie très très forte de former un couple, d'être avec quelqu'un, etc., etc. Comment vous voyez les relations, comment vous voyez au passé plus plus les relations avec les autres? La Maria, une éducation stricte, tout le monde, tous les droits, bien sûr. Marie-Jo, bonsoir. Je cherchais un sentiment de ma valeur au travers des autres, effectivement. C'est ce qu'on retrouve toujours. Toujours chez les femmes victimes de pervers narcissiques. Et ce pervers narcissique va avoir la faculté, le don, au début de la relation, vous donner énormément de valeur, de vous faire vous prendre vous-même pour une reine, parce il sait exactement dans quel sens il doit brosser votre poil pour obtenir ce qu'il veut et construire ça. Sandrine, oui, tout à fait. Alors, il faut plus de développement, Sandrine, parce que vos questions sont à part du reste. Et je me rappelle plus du tout du sens de la question que je vous ai posée. Tout à fait quoi? Vous aviez besoin de l'autre pour vivre? Vous aviez envie d'être en relation? C'était un besoin? C'est à quel niveau ce désir de relation? Je vous pose ma question.
J'étais dans l'objectif de fonder une famille, une vie de couple. Ok. Et est-ce que c'était une envie très très forte? Et je vais dire autrement, est-ce que vous pouviez à l'époque envisager de vivre seul? Les autres ont déjà répondu, je pense que c'était non chez les autres déjà clairement. Donc Christine nous dit, j'étais adolescente, donc pas encore vraiment de valeur. Je reprends ça, Christine, parce que c'est super intéressant. L'adolescent doit déjà avoir sa valeur. Ouais. C'est pas parce qu'on est adolescent qu'on n'a pas de valeur. On a toujours sa valeur intrinsèque à soi. Moi, jamais un compliment. Ah, Sandrine, cette histoire est particulière, du coup. Et elle devient très intéressante. Uniquement on s'entend. Ok. Ah, Marie, c'est ça. Moi, je cherchais un beau-père pour mes enfants, pour le bonheur de tous. Grave erreur, bien sûr. Sandrine, si vous n'avez jamais un compliment, si vous aviez votre valeur à vous, comment vous êtes rentré dans cette relation et comment est-ce que vous avez pu analyser de comment il vous a déstabilisé? Franck, bonsoir. Non, à l'adolescence, on n'y pense pas vraiment. Ah, Sandrine, ça a coupé, donc c'est que la question est intéressante. Est-ce que vous avez pu analyser de quelle façon, Sandrine, cet homme-là a pu vous déstabiliser et vous tenir dans cette relation? Donc, l'adolescence, on n'y pense pas vraiment à sa valeur, mais on pense que ça a sa valeur à l'adolescence. On pleure, on a honte de ne pas avoir sa valeur à l'adolescence. On est malheureux de ne pas avoir sa valeur à l'adolescence. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir déjà depuis longtemps. Ouais. Euh, globalement, mesdames qui n'avaient pas eu votre valeur, qui étiez peut-être dépendantes affectives déjà, ou cœur d'artichaut, pour en parler plus joliment, ou plus légèrement que dépendante affective, vous êtes tombé sur un homme qui a utilisé ça et qui en a profité et fait, euh, qui vous a fait descendre vous-même dans votre propre estime de vous. Jalousie vis-à-vis des enfants. Donc il vous reprochait Sandrine, il vous reprochait de vous occuper plus des enfants que de lui. Réflexion sur la tenue vestimentaire, c'est de la jalousie par rapport aux autres hommes, c'est ça? Ah ben, ça ne me rassure pas qu'il continue avec vos enfants. C'est affreux. Donc Christine et les autres qui sont dans le manque de valeur au départ. On a plusieurs façons, être humain, d'acquérir de la valeur. Théoriquement, on devrait l'acquérir de par nos parents, qui devraient, dès notre conception, j'ai bien dit conception, nous donner toute notre place et donc toute notre valeur. La valeur vient pas de la place, bien sûr, mais étant considéré fœtus dans le ventre de la mère, on devrait être vraiment considéré et du coup avoir une vraie valeur juste dans les pensées, dans les gestes, dans les projets de ses parents. Ça, c'est avoir de la valeur. Ça va donner une première valeur affective. Je suis considéré, j'existe. Villa Warrior, je connais bien l'histoire. Sûrement mes parents venaient de se séparer, j'étais sûrement plus fragile. Avec ma fille, il a manipulé jusqu'à jour de mes week-ends. Il manque des mots. Ok.
Donc, cette valeur, mesdames, j'ai pas de messieurs, donc je peux pas en parler, mais ça serait pareil. Euh, Cette valeur, mesdames, vous deviez l'avoir depuis votre conception, votre propre conception, dans le ressenti de votre mère. Je porte un bébé, c'est la chose la plus précieuse dans mon ventre. Et dans le ressenti de votre père, autour, qui a à ce moment-là devant lui la déesse, la divinité, qui va mettre au monde, porter, faire grandir et mettre au monde leur enfant. Et ce côté sacré de la femme donne de la valeur à la femme qui devient mère, et du coup de la valeur à l'enfant. Mais ça, il faut une position du père déjà. Donc, s'il n'y a pas ça au départ, c'est compliqué. Ensuite, dans la grossesse, le ventre va prendre de plus en plus de place, donc l'enfant doit prendre de plus en plus de place dans la vie des parents. Ils doivent commencer à s'organiser pour son arrivée déjà, mais aussi la vie d'après, donc l'arrivée même, l'accouchement, mais la vie d'après l'accouchement, donc la vie à trois, à nouveau, si jamais ils étaient pas trois déjà. Et potentiellement, s'ils sont déjà trois, bah, à quatre, c'est encore plus, il y a encore plus de choses à faire. Euh, et donner cette valeur au futur enfant. Ensuite, il y a l'accouchement, l'accueil. Alors l'accouchement, on a vu ça ce week-end en formation TEF, c'est drôle. On a parlé de l'accouchement, ça faisait partie du cours du niveau 1, de tous les conflits qui peuvent se révéler à l'accouchement, lors de l'accouchement même, qui va générer quelque chose de biologiquement, hormonalement assez ravageur dans votre cerveau, mesdames, au niveau hormonal, et vous faire basculer d'un seul coup au moment de l'accouchement face à tous vos conflits. Donc, potentiellement, votre mère, quand elle a accouché, euh, elle est retombée dans ces blessures, ces conflits qu'elle n'avait pas réglés avec votre grossesse. Et vous avez subi, vous, enfant, sa distance, son non-amour, déclaré ou ressenti, simplement parce qu'elle est dans ses blessures et ses douleurs. D'accord? Quand elle va accoucher, elle va revivre aussi son propre accouchement. Donc tout ce qui s'est mal passé dans son accouchement, elle va le revivre dans celui, dans le vôtre. Et émotionnellement, elle est plus trop disponible pour son enfant, qui lui, par contre, vient de sortir de son ventre. Ça fait 9 mois qu'il habite au chaud à l'intérieur, qu'il sent la moindre de ses tressaillements, la moindre de ses émotions. C'est une éponge, c'est un petit double qui est fait là. Et, euh, et après cet accouchement, c'est très important pour l'enfant. La mère doit accueillir son enfant sur Terre le plus merveilleusement du monde, euh, inconditionnellement. C'est-à-dire, je t'aime pas, toi, mon enfant, parce que tu vas apporter plein d'amour. Non. Je t'aime toi parce que tu es toi et je suis heureux de te rencontrer. Et il y a une grosse différence. Et bien souvent, la différence, elle n'est pas faite. C'est-à-dire que bien souvent, vous venez remplacer, vous venez être le suppléant, vous venez boucher le trou chez votre mère par rapport à un manque affectif. Et les forceps à la naissance, Marie, ça veut dire que ce n'était pas le moment de sortir, donc c'était mieux dedans. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas l'histoire. Mais globalement, c'est un signe biologique inconscient de soit maman n'a pas de valeur pour mettre au monde, ou elle a peur de mettre au monde, il faut qu'on aille chercher le bébé, soit c'est le bébé qui fait le forcing en résistant parce qu'il ne veut pas sortir. Là, Waria, exactement, ma mère m'a avoué qu'elle m'a jamais aimé désirer quand j'ai eu 43 ans, le choc, oui. Oui, comment avoir de la valeur dans le ventre de sa mère si on n'est pas désiré? Désiré consciemment, attention, hein, je fais bien la différence. Vous êtes toujours désiré biologiquement, sinon vous n'arriveriez pas. Mais vous êtes désiré biologiquement pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons qui sont uniquement de l'ordre de réparation affective.
C'est-à-dire qu'un homme va mettre enceinte une femme et une femme va se laisser mettre enceinte par cet homme parce que il faut être deux, hein. Il faut qu'une femme accepte l'homme et que l'homme projette son sperme dans la femme, sinon ça ne marche pas. Donc il faut être deux pour faire un enfant et c'est une décision à deux, consciente, présente dans cet instant-là de ce qui se passe. C'est pas un hasard, sauf les préservatifs qui craquent, encore qu'on pourra en discuter. Bien, mais cet enfant désiré, il est très important. Il est très important que ce soit un projet mûri de longs mois avant, de façon à ce que la place émotionnelle soit déjà faite, qu'il ait déjà sa place dans la maison, et que quand il arrive, c'est le bonheur, il est enfin là, il reste 9 mois, pouf, et pendant 9 mois, on a à s'affairer pour préparer tout ça. Et moi, homme, j'ai à m'affairer pour que ma femme, ma compagne, euh, ait l'espace nécessaire pour faire grandir dans les meilleures conditions possibles émotionnellement mon enfant. C'est-à-dire que tous les tracas de la vie quotidienne, c'est moi qui les prends en charge. En charge, c'est mon boulot. Et elle n'a qu'un boulot à faire, c'est donner le maximum qu'elle peut donner à notre enfant. Ok, il va naître. Il faut que maman l'accueille, bien sûr. L'accueille alors que souvent elle déguste l'accouchement quand elle n'est pas préparée comme elle pourrait se préparer, puisque les accouchements peuvent se préparer de différentes façons. Maman l'accueille et papa l'accueille aussi. Et papa, il l'accueille quel que soit son sexe. Et là, souvent, ça coince, parce qu'il y a cette vieille histoire patriarcale où il faut avoir un garçon en premier. Et donc, tant que c'est pas un garçon, bah, oui, c'est bien, mais bon, c'est pas le top. Donc, les futures femmes perdent souvent beaucoup de valeur à la naissance parce que désiré garçon. On les reconnaît comment? Quand c'est pas prononcé par les parents directement, hein. Quand c'est pas dit, hein, quand c'est l'histoire clairement, elle dit pas moi je voulais un garçon, t'es arrivé, bon bah ok, j'étais contente, mais je peux faire un garçon. Et pareil pour papa. Papa, bah, il est pas venu me voir pendant 2 jours à l'hôpital parce que tu étais une fille. Ça coince. Donc là, c'est clair, l'histoire est posée. Mais il y a des choses plus subtiles où l'inconscient des parents désire un garçon. Le côté social des parents ne va jamais oser parler de cet état de fait. Et du coup, il va se passer quoi? Eh ben, il va se passer que on dit pas. Ah, c'est une fille, c'est génial, super, top. Mais au fond, moi, ah mince, c'est pas un garçon. Bon, bah, je vais l'aimer quand même. Mais voilà, il y a une différence. L'inconscient de papa, ou de maman hein, d'ailleurs, a posé cette chose-là. Et, euh, et le rejet de son identité, donc de sa valeur intrinsèque, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas changer. Normalement, cette identité sexuelle, on ne peut pas la changer. De nos jours, ça se fait de plus en plus, mais globalement, on ne peut pas la changer. On est toujours au fond de nous, gavé d'hormones féminines ou masculines avec des formes et des organes féminins ou masculins, naturellement, j'entends. Et ce rejet à ce moment-là du papa, il est énorme. Et ça va faire des petites filles qui, l'air de rien, même si papa l'a pas dit, elles le sentent, elles l'ont senti au moins une fois. Et ça va faire des petites filles garçons manqués. Mesdames, vous qui avez été garçon manqué, je vous fous mon billet que quelque part, il y a un papa qui aurait bien aimé avoir un garçon et vous l'avez senti. Ça n'a peut-être pas duré longtemps, ça n'a peut-être pas été dramatique. C'était quelque chose dont on parle en plaisantant au repas de famille, donc qui semble anodin complètement, mais c'est très très important pour l'enfant. Bref, cette petite fille garçon manqué, elle va grandir, et si elle n'est pas garçon manqué, tant pis, elle va grandir quand même. Heureusement qu'elle va grandir quand même. Et après, son papa va avoir lui donner sa valeur sociale. Pour ça, il va falloir qu'il la protège. Et pour la protéger, pardon, pour la protéger, ça va être super important qu'il ne soit pas en colère. C'est le minimum. Qu'il ne râle pas, qu'il ne peste pas, qu'il ne gueule pas, qu'il ne frappe pas. Sinon, c'est de la violence qui vient de l'homme qui est censé protéger. Et ça fait des enfants qui vivent dans la terreur. Comme ils vivent dans la terreur, ils ne peuvent pas avoir les 3 points qui suivent la sécurité.
parce que le père a quatre rôles à tenir. Une fois que la sécurité a été posée, il va donner l'identité. Donc il va reconnaître son enfant comme une fille qui a des qualités de petite fille. Il va lui donner une place. Tu es ma fille dans mon clan. Tu appartiens à mon clan, à moi. Tu es ma fille, tu as ta place et tu peux prendre toute la place dont tu as besoin pour te développer. C'est son boulot. Élise confirme le garçon manqué. Et Christine, mon papa voulait une fille. Donc Christine, c'était déjà fait. Mais Christine, qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure? Ok, bien, j'ai rien eu d'autre. J'en étais à l'enfant qui grandit et qui doit avoir la sécurité de papa, qui va lui donner une identité, reconnaître son enfant tel qu'il est, fille, garçon, une place. Et ensuite, il va falloir que ce papa ait lui-même de la valeur pour pouvoir valoriser son enfant. C'est-à-dire que si ce papa n'a jamais reçu aucun compliment de ses parents, de son père en particulier, si on l'a jamais félicité pour quoi que ce soit, il va avoir eu beaucoup de mal dans sa vie à acquérir sa propre valeur. Donc, il va être incapable de la donner à ses enfants. C'est-à-dire que tout ce que l'enfant va réussir, bah, c'est normal, parce que c'est le message qu'il a reçu lui. Ou parce qu'il estime que ne trop encourager les enfants, c'est pas une bonne chose. Il y a eu, honnêtement, hein, il y a eu des courants d'éducatifs qui disaient faut pas trop les encourager, faut pas trop les embrasser, sinon vous allez en faire des mauviettes. Et, euh, et c'est affreux. C'est affreux parce que de cet espace-là va naître tout l'enfer. Jessica n'est pas encore aux solutions. Euh, Elle me dit, et du coup, si le père est inexistant, il faut que l'enfant voit un psy, ou je peux réussir à tout combler. On va y venir. On va y venir. Le papa donne de la valeur, et ça s'appelle, enfin moi je l'appelle, pardon, c'est ma façon de l'appeler, j'appelle ça le soutien inconditionnel. Je vais soutenir mon enfant, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse et quoi qu'il pense, et qui il soit. C'est-à-dire que je soutiens inconditionnellement mon enfant dans tous les cas. Je le soutiens, je le valorise, je l'encourage, je le guide, je lui apprends, je suis là en permanence. Ça va donner de la valeur à cet enfant. Une valeur sociale. La valeur affective, c'est maman qui va la donner. C'est maman qui va devoir aimer inconditionnellement. Et là, attention, encore une fois, inconditionnellement, ça veut dire que je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu me rapportes, pas pour ce que tu me ramènes, pas pour ce que tu me donnes. Pas parce que tu es sage, pas parce que tu es mignonne, pas parce que tu es gentille, pas parce que tu remplaces ma mère qui est morte pendant ma grossesse, pas parce que, etc., etc., etc. Je t'aime pour toi, inconditionnellement, et je t'accueille inconditionnellement. C'est-à-dire que, une chose toute basique, hein, le bébé va naître et puis il va exprimer à sa façon quand ça va pas. Couche sale, régurgitation, roux, etc. Il pleure. D'accord? Si maman s'énerve quand il pleure, l'enfant n'est pas accueilli. Parce que maman a à accueillir toutes ces manifestations, quelles qu'elles soient. Et un enfant, des manifestations, il n'en a qu'une. Il sourit, il est neutre, ou il pleure, ça en fait trois, d'accord? Mais il ne peut pas exprimer de choses, il ne peut pas expliquer des choses, il ne peut pas faire de gestes. Il peut juste pleurer quand ça ne va pas. Et ça, c'est une des façons que les mères n'ont parfois de difficulté à accepter de leur enfant. Ensuite, il va grandir. Elles vont avoir à accueillir tous ces problèmes, tous ces petits bobos, tous ces tracas, etc., etc., et l'accueillir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moins maman accueille son enfant, plus l'enfant a besoin d'être accueilli. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc plus il demande à être accueilli, ben, plus il a besoin d'être accueilli. C'est pas un manque. Enfin, c'est un manque, c'est pas un caprice. Pardon. Grosse différence. Par rapport à tout ça, alors Audrey me dit par rapport à tout ça, ma fille va quand même pas tomber sur des périodes narcissiques.
Parce que là, elle remplit toutes les cases à la candidature. Je voudrais tellement qu'elle accepte quelques séances avec toi. C'est son histoire, elle est adulte et elle fera quand elle le voudra, quand elle en aura besoin. Peut-être qu'elle aura besoin de tomber sur un père narcissique, de l'affronter, de le dépasser pour pouvoir mettre un terme à cette histoire. Tu ne maîtrises pas, c'est ta fille, elle est adulte. Et c'est compliqué. Il faut lâcher. Après, l'enfant va grandir, la petite fille va grandir, et là, toute sa vie, d'adolescent jusqu'à l'âge adulte, les enfants vont avoir besoin de valorisation, d'encouragement, de soutien de leur père pour cultiver leurs valeurs. Et ils vont avoir besoin que leur mère les aime inconditionnellement, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils pensent, pour cultiver leurs valeurs affectives. Sans ça, il y a des failles, et ces failles, elles vont être utilisées par les pervers narcissiques pour combler leur manque à eux. C'est-à-dire que on a parfois tendance à se placer en bourreau avec le pervers narcissique parce qu'il dit ouais mais t'es pas gentil avec moi, c'est toute ta faute si je suis malheureux, et du coup il nous renvoie notre propre culpabilité. On ne peut pas avoir de culpabilité en nous, c'est pas possible, si on a de la valeur. Parce que la culpabilité, c'est une façon de garder un peu de puissance. Si je suis coupable, c'est que j'ai un impact sur les choses, et si j'ai un impact sur les choses, c'est que je suis puissant. Donc je vais tomber dans la culpabilité parce que je suis impuissant pour obtenir un petit peu de puissance. Et le pervers narcissique joue là-dessus. Mais t'es méchante, comment tu peux me faire ça? C'est le suicide qu'on a dit tout à l'heure. Euh, le chantage au suicide, c'est typique. Je vais mourir si tu t'en vas. Bah, bah oui, mais tu fais ce que tu veux, tu es adulte. Et je ne suis pas malheureux, je ne suis pas responsable de ton malheur. Tu es adulte et tu dois être équilibré, même sans moi. C'est pour ça que je demandais à Sandrine tout à l'heure si elle pouvait complètement vivre seule ou si elle avait une tendance à être un petit peu euh, tendance à s'accrocher facilement aux hommes. Et si c'est pas le cas, Sandrine, j'ai pas lu la réponse encore. Ah si, pardon, ça me revient. Eh ben oui, il faut que je remette mes lunettes parce que ça va pas. C'est trop flou. J'ai eu la réponse tout à l'heure de boum 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 boum. La manipulation, les réflexions sur la tenue vestimentaire, la jalousie vis-à-vis des enfants. Le pervers narcissique est malheureux. Il est malheureux avec vous et il vous fait bien sentir que c'est de votre faute. Donc vous, comme vous êtes humaine, ben vous allez changer, vous allez vous adapter à lui pour pas le faire souffrir. C'est son premier levier parce qu'il joue sur votre gentillesse et votre cœur et vous ne voyez rien venir. Et c'est comme ça que vous rentrez dans ce système-là et que vous souffrez de cette façon-là. Et c'est affreux de voir ça, c'est affreux de voir quelqu'un qu'on connaît voir ça, vivre ça. Et ça arrive très souvent, malheureusement, à différents degrés, parce que les pervers narcissiques ne sont pas tous pervers, ils peuvent être juste manipulateurs. Et en manipulant, ils utilisent les mêmes outils. Je manipule en jouant sur ta culpabilité. Et bah, tu vas faire ce que tu veux parce que tu te manipules en utilisant tes points faibles, qui sont ton manque de confiance en toi, ton manque d'ancrage, etc., etc. Et ce manque de confiance en soi, ce manque d'ancrage, pour moi, dans toutes les femmes que j'ai vues, j'ai pas traité d'hommes avec des perverses narcissiques. Dans toutes les femmes que j'ai vues dans ce cas-là, c'est à chaque fois une histoire de parents qui n'ont pas joué leur rôle chez l'enfant qu'elles étaient, en ne construisant pas sa confiance dans le pire des cas, ou en la brisant quelquefois par des divorces, des choses où les enfants étaient mis au milieu, ou des tromperies que le père a cachées à la mère mais pas à l'enfant, enfin de genre de choses qui ne devraient pas être vécues, mais qui sont malheureusement vécues par beaucoup de monde. Donc regardez chez vous ce qui s'est passé, regardez chez vous dans votre histoire familiale, entre vos parents, dans le couple de vos parents,
ce qui s'est passé, comment papa considérait maman. Ça compte énormément aussi, parce qu'il y a un peu l'exemple de répétition qui va se faire. Quel pouvoir avait papa sur maman? C'est peut-être simplement le papa qui allait au travail et qui gagnait de l'argent, et puis maman, ben, elle était à la maison. Et de ce fait, elle n'avait pas connecté avec son féminin pour avoir son pouvoir de femme. Elle était juste, ben voilà, elle valait rien, quoi, puisqu'elle garde des enfants et elle vaut rien. Alors qu'une femme qui élève des enfants, c'est vraiment, on peut parler d'élévation des enfants. Pas élever au sens d'élevage, mais élévation. C'est elle qui apporte le maximum de choses si elle est en permanence avec ses enfants à la maison. Elle a des qualités à développer qui sont extraordinaires et très très bonnes pour les enfants. Est-ce que vous, toutes là qui avez commencé à explorer cette histoire de période narcissique, est-ce que ça vous parle, cette histoire d'enfance, avec cette histoire de parents qui n'aiment pas comme il faudrait, qui ne valorisent pas comme il faudrait pour le papa, qui vont faire perdre la valeur affective ou la valeur sociale de la petite faille sur laquelle va jouer pardon, le pervers narcissique. Marie, mon père subissait ma mère et ma mère avait tout pouvoir, tout contrôle. C'était inverse, c'était elle le parfait. Céline, ça vous parle, oui. Pareil que Marie. Oula. Donc avec un papa complètement effacé. Si ce papa complètement effacé subit tout, quelle valeur d'homme il a? Quelle valeur il peut vous donner? Pas grand-chose, hein. Mais ouais, il ne peut pas connecter à sa puissance. Et Christine aussi. Tiens, ça c'est assez drôle. Donc quelque part, Jessica, Céline et Christine, votre père était la victime de votre mère. Si on pousse le bouchon un peu loin, comme Maurice, votre père était la victime de votre mère et vous avez inversé la tendance dans votre couple. Tiens, chez Elise aussi, mère pour la culotte. Donc ça fait 4 sur je ne sais pas combien. Sandrine, du coup, c'est intéressant ça chez vous. C'était votre mère qui portait la culotte? Et vous me mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. J'avais pas fait le. Au cabinet, j'ai qu'une personne en face de moi, hein. Donc je j'identifie clairement que c'est la valeur. On travaille à nous mettre de la valeur, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Mais on travaille jamais beaucoup sur l'histoire. Le père de mes enfants présente ses maîtresses avant de se séparer. Oui, Sandrine, mais est-ce que votre père, Sandrine, était lui aussi sous le joug de votre mère? Non, Marie, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, du coup, je cherchais un homme fort et qui s'impose. C'est juste, vous avez voulu redonner sa place à l'homme et vous le faites à partir d'une blessure, donc dans un excès, et l'homme prend cet excès. Ma mère, oui, tenait la maison. Chez ma mère aussi, la femme portait la culotte. Oh, eh ben, je note, merci mesdames, c'est une constante. Du coup, si on a 100% de réponse dans ce sens-là. Quand la femme porte la culotte, la fille choisit un homme pervers narcissique. C'est intéressant ça. Oh, bien. Eh ben, je suis ravi de cette découverte que vous permettez. Ça change rien sur le, le travail thérapeutique à faire, hein. On est toujours euh, dans vous donner l'amour inconditionnel d'une mère et vous donner la puissance, la sécurité et la valeur inconditionnelle d'un père, pardon, pas de votre père.
Donc le traitement de l'information ne change pas. Par contre, la cause est super intéressante, ça fait du 100% ça. Bien, 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 joli. Eh bien écoutez, merci de votre témoignage à toutes. Marie-Jo, idem, on est sur du 100% là. 100% des femmes qui ont choisi des pères narcissiques ont eu une mère qui tenait la maison et un père effacé. Là, alors on est sur un petit groupe, hein, vous êtes 6, 7, je crois, à avoir répondu, mais 100% quoi. Et Sandrine, ça finit par un divorce, ma mère a trompé mon père et moi je suis resté avec mon père. Donc Sandrine, vous redonnez à cet homme que vous rencontrez le pouvoir que votre père n'a pas eu. Est-ce que je me trompe? Le pouvoir dans le sens exagéré, oui, dans le sens exagéré en fait. C'est un pouvoir, vraiment. C'est pas une place, c'est pas une puissance, c'est un pouvoir. Parce que votre père l'a pas eu, que si votre père l'avait eu, vous auriez eu, vous, de la valeur. Donc, Sandrine, ça veut dire que vous avez pris votre valeur sur le fonctionnement de votre mère. Doit être ça. Valérie, d'abord retrouver confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Tout est restauré quand on sort d'une telle relation, comprendre pourquoi on a vécu cet enfer, se reconstruire. La confiance en l'autre vient après tout ce travail, toute la confiance qu'on ne peut plus attirer sur une personne. Valérie, je suis d'accord. Retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, pour moi, ça passe par réparer son histoire. Tant qu'on ne répare pas son histoire, on ne peut pas reconnecter à des ressources qui vont refaire gonfler notre confiance en nous pour pouvoir l'intégrer en nous-mêmes, d'accord, bien sûr, mais on doit réparer l'histoire de l'enfant intérieur qui est toujours en détresse et qui attend toujours un papa présent, centré, doux, puissant et protecteur. L'enfant a besoin de ça. Et si papa se fait écraser par maman, on n'a pas ça. Donc on va le donner à son compagnon pervers narcissique. Mon père jamais un compliment, donc Sandrine, votre valeur ne venait pas de votre père. Ok, bien, 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 bien. J'avais des questions tout à l'heure de Jessica et de Audrey. Il faut que je rentre le fil. Jessica, Jessica, hop, 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 pareil que Marie, c'est l'enfance, c'est le futur. Jessica. Et du coup, si le père est inexistant, il faut que l'enfant voie un psy où je peux réussir à tout combler. Alors, Jessica, comment dire? Euh, Tu es une femme dans ta puissance féminine, j'espère. Et dans cette puissance féminine, tu peux donner le maximum de tout ce que tu peux donner à ta fille en tant que mère. À partir du moment où tu vas commencer à chercher à combler, tu vas devoir passer sur ton masculin, et là, tu n'es plus dans le féminin. Tu peux pas être dans tes hormones. Alors, je parle au niveau hormonal, mais au niveau état, au niveau action, etc. Tu peux pas être le papa qui défend, qui crée l'espace autour, et en même temps la maman dans l'espace qui donne l'amour. Physiquement, c'est pas possible. Donc, il y a un manque qui se crée. Et je t'invite plutôt à aller explorer cette histoire de, de manque du père, de façon à ce que tu te réconcilies avec les hommes, de façon à ce qu'il y ait un homme équilibré qui puisse rentrer dans ta vie. C'est plutôt ça la solution. Euh, Audrey disait, j'ai peur que gna 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 gna. Audrey, tu viens de faire le travail, toi, en stage. Tu es en train de dire, ça y est, tu n'as plus peur des hommes. Donc, laisse-toi le temps de refaire une relation, de voir comment ça se passe et de voir comment tu la gères. Et tu vas donner un autre exemple à ta fille. Et en donnant un autre exemple à ta fille,
elle va pas tomber là-dedans. Je cherche un homme qui ne soit surtout pas comme mon père, absent. Et oui, donc c'est un homme très présent et tellement présent qu'il a pris toute la place, Marie-Jo. Une question générale d'Audrey. Même si elles ne connaissent pas leurs valeurs, ce sont des femmes fortes qui tombent sur des pervers. La forte d'avoir vu leur perte dévalorisée, elles veulent réparer ça. Non, en fait, elles deviennent femmes fortes parce qu'elles basculent sur leur masculin. C'est en ça qu'elles sont fortes. Elles oublient leur puissance féminine. Quand on est enfant, il y a deux exemples. Maman, son féminin, sa puissance féminine, faite de douceur, d'amour, d'accueil, de présence, de contact, d'intuition. C'est très, très profond, cette puissance féminine. Et puis, il y a la puissance masculine de papa. C'est la force, c'est la protection, c'est la douceur, c'est le guide, c'est la sérénité, c'est le soutien. C'est ça la puissance. La petite fille, elle voit pas maman dans cette puissance-là, elle voit maman dans une puissance plus masculine qui domine. Alors, qui domine dans le sens patriarcat du terme, hein. La puissance masculine n'est pas censée dominer quoi que ce soit. Elles sont égalité, il faut un échange féminin-masculin. On rentre dans l'énergétique et dans le sexuel, mais c'est ça qui doit se passer. Si maman prend l'ascendant sur papa, papa n'est pas dans sa puissance, donc la petite fille va devenir forte elle-même, comme maman, et elle va devenir forte pour ne pas subir et sa mère, et pour avoir sa propre valeur par rapport à son père. Mais elle reste dans le masculin, pas dans sa puissance féminine, et ce qui veut dire que tout ce sur quoi son compagnon va appuyer au niveau féminité, ça va la massacrer. Et c'est là-dessus, vous me confirmerez peut-être, mesdames, c'est sur ce plan-là que votre compagnon vous a le plus abîmé. C'est des critiques sur votre féminité ou votre trop grande féminité ou votre absolument pas féminité. Vous faire culpabiliser sur ce plan-là, en tout cas, qu'il soit dans un excès, dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on a chaque fois des réactions opposées ou identiques à ses parents. On ne peut pas faire des grandes règles. Poum, 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 nos filles. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Audrey. Très bien. Il y a des oui, 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 oui partout. Je n'ai pas vu quand ça sortait. Et pour ma part, j'ai acquis trop de puissance masculine et j'ai écrasé ma fille. Oui. Mais Marie, tu es en train de revenir dans ta puissance féminine, dans ton cœur de mère, et tu vas pouvoir à nouveau y accueillir ta fille, je suis quasiment sûr. Marie, je confirme, on m'avait remarqué que j'avais un fonctionnement très masculin, je comprends mieux, une féminine à reconstruire, oui. Élise nous confirme, culpabilité sur mon manque de féminité, parfait. Isabelle, grande question. Et quand on n'a pas eu de père, qu'on a grandi avec une mère qui n'était pas une, qui ne protégeait de rien, comment on peut se reconstruire et trouver un homme qui nous convienne? Je vais répondre à l'écrit, Isabelle. Je vais répondre à l'écrit, je vais vous renvoyer sur ma page qui parle de ça. Parce que vous me connaissez peut-être pas dans ce que je fais, ce que je propose, et c'est ma spécialité. Hop, on va inventer une nouvelle histoire. On va implanter dans votre inconscient une nouvelle histoire avec un papa idéal et une maman idéale qui ne vont jamais, jamais, jamais être défaillants et vont vous remplir, vous, enfant intérieur qui est toujours théorisé son papa, de sécurité, d'amour, etc., pour vous permettre de redonner votre vie. Tous ceux qui ont fait le stage, qui sont encore là ce soir avec nous, peuvent témoigner que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Jessica, l'endométriose peut venir de la violence sexuelle. Non, Jessica, l'endométriose en deux mots,
C'est des cellules d'endomètre, donc de l'utérus, qui vont se déplacer ailleurs que là où elles devraient être, c'est-à-dire dans le nid. Votre utérus, c'est le nid, c'est là où vont grandir les œufs, hein, on n'a pas d'autre chose. Et si le nid va se construire ailleurs, c'est que le nid, là, tel qu'il a été défini chez moi, donc par mes parents, a priori, le nid n'est pas bon. Donc il faut que j'aille le construire ailleurs. Et ailleurs dans ma biologie, donc ailleurs, bah, là où c'est possible techniquement, dans mon petit bassin. Parce qu'il n'y a que là que je peux mettre des cellules d'endomètre. Donc en travaillant encore sur, sur la même chose, c'est-à-dire remettre en moi le fait qu'il y ait eu un bon nid à la maison, là, dans lequel j'ai grandi, dans lequel le nid était bon pour grandir. Donc inventer une nouvelle histoire, implémenter une nouvelle histoire dans votre inconscient de façon à réparer cette histoire de nid. Hop, on devrait basculer sur quelque chose d'équilibré. Ouais, j'y vais en janvier, j'ai hâte, nous dit Christine. Et Audrey qui dit, Mesdames, faites ce stage dont parle Christophe. Oui, oui, faites-le si vous avez envie de le faire, si ça vous parle, c'est selon votre envie. Il faut vraiment être motivé pour le faire, dans le sens où, oui, c'est efficace. C'est un grand travail, profond et puissant, euh, et très riche, très bénéfique. Mais il y a des conditions d'entrée, et je vous passerai par les conditions d'entrée pour que je sois sûr que ce soit quelque chose qui vous convienne de toute façon. Je ne vous autoriserai pas à faire ce stage si vous n'êtes pas prête ou pas prêt, s'il y a des hommes, parce que ça marche aussi pour les hommes, bien sûr. Déclaré il y a 2 ans après un choc émotionnel. Alors ça, Jessica, c'est à travailler plus en décodage, si c'est un choc émotionnel qui a déclenché l'endométriose, mais je pense que le choc émotionnel a juste ramené une histoire qui était déjà là avant. C'est juste un choc émotionnel, ce qu'on appelle un déclenchant, et ta maladie était programmée bien, bien, bien avant dans tes cellules. Après, quand ça, c'est à décoder. C'est quand quoi? C'est quand le stage? Ah, est-ce que j'ai cette info à vous donner facilement? C'est la date, mais la date, ça ne vous intéresse pas. C'est pas la date que vous voulez, c'est les informations dessus. Hop, je vous clique ça tout de suite. Copier-coller, ça sera plus simple pour tout le monde, y compris pour moi. Et Marie nous dit même en webinaire, c'est puissant, mais Marie, tu n'as pas fini encore. Tu es juste en train de commencer à prendre les bénéfices. Tu ne peux pas dire que c'est puissant, puisque qu'est-ce que tu vas dire après, au bout des 3 semaines d'intégration? Non, je plaisante. Effectivement, c'est proposé aussi en webinaire, c'est proposé aussi en solo, et vous trouvez tout ça sur ma page web, celle que j'ai mis en commentaire là tout à l'heure en réponse à Isabelle. Et vous allez voir comment j'aborde ça. Si ça vous parle, et si ça vous parle, eh ben, allez-y. Il reste 2 places pour le stage. Les webinaires recommencent, que je dise pas de bêtises, en février, fin février. Et le travail en solo, ben, il est dispo quand vous voulez pour le faire chez vous, tranquillement. C'est fait pour. Bien. 1h14. On a débordé un petit peu. Alors, Isabelle nous dit, c'est un dernier post intéressant, je me suis construite toute seule, mais avec des peurs profondes qui m'empêchent de m'ouvrir à l'amour. Oui, c'est celle dont je viens de parler. Aujourd'hui, bien que j'ai beaucoup appris sur moi évolué, j'arrive pas à faire tomber les verrous. Oui, parce que les verrous, ils sont pas conscients, Isabelle, ils sont inconscients. Et ils viennent de vos peurs d'enfant. Donc cet enfant intérieur qui est à soigner pour changer son histoire, encore une fois, lui donner des ressources pour qu'il acquiert ces ressources, qu'il grandisse avec ces ressources, et que vous, dans votre vie d'adulte, bah, il n'y ait plus de manque, et qu'il n'y ait plus de verrous, mais que des portes qui s'ouvrent toutes seules. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout seul, on peut faire plein de choses. J'ai fait plein de choses, moi, tout seul. Mais il y a un moment où pour aller visiter ces moments-là, il faut être accompagné. Je n'ai pas trouvé le moyen, moi, de le faire tout seul. Je ne connais personne qui a fait sa thérapie tout seul de A à Z. Il a fallu un moment
un coup de main, un coup de boost, un coup d'un truc magique ou intéressant. Et, mais le travail, il doit se faire à partir de la base. Et la base de votre base, c'est même pas vos parents, c'est la rencontre entre vos parents. C'est déjà là que ça se joue. Bref, vous verrez tout ça dans les autres vidéos du live avec vous-même. Il y en a maintenant ce soir à partir de ce soir 49. Le 50e live aura lieu certainement que en 2020. Je pense que les 2 semaines de vacances, je ne vais pas faire de live. Donc semaine prochaine et suivante, on sera le 23 et le 29 en même temps. Donc 23, pardon, le 23 et le 30. Donc, je pense que vous aurez autre chose à faire que venir me voir sur Facebook. Donc on remettra ça au 7 janvier. 6, 6 janvier, le lundi. Bref. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir encore. Je vous remercie d'avoir suivi tout au long de cette année. Je remercie ceux qui étaient peut-être là dès le premier live il y a 1 an et demi, d'être encore là ce soir. Et je vous dis merci. Et à l'année prochaine. À bientôt.